Oui, on s'en sort, mais surtout, on peut s'en sortir bien. En fait, pour moi, le moment où tu es dans une faille addictive, j'y vois une opportunité de renaissance, en fait. Quand on est stressé, quand on est mal dans notre peau, quand on est coupable, quand on a honte, on ne peut pas changer. Donc la première chose qu'il faut faire dans l'action, c'est de se détendre, de se lâcher la grappe. Déjà, arrête d'essayer d'arrêter. Et donc, d'avoir un plan. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et si le problème, ce n'était pas l'addiction, mais notre façon d'en parler ? Dans cette seconde partie, Ashley démonte les dogmes, celui de l'abstinence, du sevrage total, du retour à la normale. Elle ne raconte plus son histoire, elle raconte la nôtre, celle d'un monde qui confond contrôle et guérison et qui continue de traiter la dépendance comme une déviance à éradiquer plutôt qu'un langage à décoder. Elle parle coaching, intensité, corps, spiritualité et surtout de liberté. Fumeuse de crack hier, chercheuse en addiction aujourd'hui, avec Ashley Tayeb, on apprend à passer en mode vie. Salut Ashley, comment ça va ? Très bien, merci. On reprend là où on en était. On parlait de ce moment-là où évidemment on épouse cette contradiction de se dire ça a pu être formidable. Et non, ce n'est pas obligatoire de diaboliser la substance, le produit, le comportement, les attitudes, les pensées. Observer ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on a été, ce qu'on est, et pouvoir avancer grâce à cette observation-là. C'est ça, en fait, que tu prônes. Tu proposes de mesurer l'addiction non pas au degré de consommation, ni au produit, mais à la souffrance. On va reprendre ta vie aussi là où on en était, parce qu'on est quand même dans ton livre, on est aussi entre des envies d'arrêter totalement et puis de se rendre compte que par la volonté, en fait, c'est une horreur, tu te détestes quand tu cèdes. Quand est-ce que tu as reconnu cette souffrance et que tu as su t'en occuper ? Le moment où vraiment il s'est passé quelque chose sur cette notion de volonté, d'arrêt, de recommencement, de phase, etc., c'est non pas quand j'ai arrêté de fumer la première fois, c'est-à-dire quand j'ai su que j'étais enceinte, où là j'ai vraiment arrêté, on va dire, au forcing, et ça a tenu, et j'étais Je rappelle que tu fumais donc fière. du crack, Ouais. c'est ça. Oui. Ça se fume comment juste ? Ça se fumait avec une pipe à crack ou D'accord. sur une bouteille, ça dépend des villes. J'aimerais utiliser le mot rage pour parler de l'élan qui m'a fait en fait vraiment passer de l'autre côté. Le moment où j'ai vraiment passé un cap hyper important dans mon rapport au crack, c'est pas le jour où j'ai fait preuve de plus de volonté ou de plus d'acceptation, c'est le moment où il y a une forme de rage, une rage sacrée, qui a pris possession de cet espace où j'étais encore sempiternellement en train de me questionner sur comment je vais faire pour pas replonger, mais j'y pense, c'est bien, j'y pense, c'est pas bien, je fais ceci, je fais cela. Et à un moment donné, il y a un truc qui s'est mis à gronder, mais vraiment, et je me souviens avoir crié, j'étais toute seule dans mon salon, et j'étais vraiment avec les dents serrées, une rage. Et d'un coup, ça m'a fait monter, en fait, une énergie de courage et une énergie aussi de... Je sais pas, de Beyoncé du Bronx, quoi. Et je me suis un peu mise dans un coin et je me suis dit, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un problème avec le crack ? Oh, t'y penses toute la journée, oh, t'es malheureuse, t'arrives pas à te concentrer. Oh. Et alors ? Did you have a problem ? But deal with it, c'est bon, vas-y, on y va. On va pas passer... ça fait quoi ? Ça fait déjà des mois et des mois, t'es là dans ta cuisine. C'est bon, t'as un problème avec le crack ? Bah vas-y. Tu sais quoi ? Vas-y, tu peux y aller. Vas-y quoi ? Va fumer. Par contre, fais-le bien. Si tu penses que tu veux faire imposer à toutes mes barrières mentales, donc c'est des parties de moi même qui discutent, hein, c'est un peu complexe, mais tu penses que là, le truc le plus important pour toi, que tu rêves le plus de faire, c'est de enfin pouvoir aller fumer parce que tu t'es retenue pendant toute ta grossesse. Ok, tu sais quoi ? Vas-y, je vais arrêter de te dire non. Vas-y. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle je ne dérogerai pas, c'est les choses qui sont pour nous infranchissables. Quand tu dis nous, c'est toi et toutes les personnes dans ta tête, on est d'accord. Ne pas consommer chez moi, ne pas consommer en présence de mon enfant. En fait, ce moment-là où je me suis dit, tu veux y aller ? Vas-y. Mais par contre, tu n'iras pas en conscience. Alors, le challenge que je vais te donner, ça va être d'y aller en restant là.
Ça va être d'y aller avec tout ton cerveau et de pas y aller comme une victime qui c'est bon, j'ai lâché, maintenant je sais que je vais regretter plus tard, mais je le fais et je me sens mal. Non, 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 non. Parce que maintenant, t'es là, donc tu vas plus partir de chez toi. Tu veux aller fumer du crack, fais-le. Par contre, organise-toi. T'as un cerveau. Si t'es capable d'organiser plein de choses, ben, fais les choses correctement. Trouve une nounou. Réfléchis à combien de temps il te faut. Réfléchis à combien c'est quoi le meilleur dosage pour que t'aies juste assez pour pas être frustré, mais pas non plus trop pour que après t'aies tellement envie d'en reprendre que tu puisses plus rentrer chez toi. Et t'as besoin d'argent pour prendre un hôtel pour que ton fils il puisse aller chez nous, bah va prendre un deuxième taf. Et c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, tu veux fumer? Vas-y. Par contre, assume. Et donc, j'ai pris un taf secondaire, j'ai mis de l'argent de côté. Et au début, les week-ends, j'allais et je me prenais une chambre d'hôtel et j'allais assouvir ce truc de frustration d'avoir tenu. Parce que pendant toute la grossesse, moi, j'ai arrêté de fumer. Sauf que mon compagnon, lui, il fumait des grammes et des grammes et des grammes à côté dans la salle de bain. Vous étiez ensemble au moment de l'accouchement aussi? Pendant la grossesse, ouais. Et après? Après, non, ça, c'est quand je l'avais quitté. Je l'ai quitté quand le petit avait entre 6 et 8 mois à peu près. D'accord. Et donc là, tu as commencé à t'octroyer des fenêtres de conso. Je me suis presque forcée. Je me suis presque forcée parce que j'en pouvais plus d'être coincée dans cette espèce de no man's land où je faisais les gestes de ma vie quotidienne, mais en fait, j'étais pas là parce que je pensais qu'à ça. Après, je redescendais de l'obsession, mais je me disais, mais du coup, ma vie, elle est vraiment nulle, en fait. Enfin, et après, il y avait la jalousie. La jalousie, elle prend deux formes. Il y a celle qu'on intègre une fois qu'on a arrêté, parce que du coup, on voit d'autres autour de nous qui peuvent le faire. Et ça arrive, encore une fois, même sur la nourriture. Quand on est dans une phase où on veut restreindre son alimentation et qu'on regarde des gens qui se lèvent le matin, ils mangent une demi-baguette avec un peu de beurre, t'es là genre, mais comment tu fais? T'es genre, moi si je fais ça pendant 3 semaines, je me détruis en fait. Donc c'est exactement la même chose quand quelqu'un va boire, va faire, etc. Donc ça, c'est une jalousie qui est réelle. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles et qui pour moi amène vraiment à des vraies discussions, parce que c'est pas tant à nous d'être capables de vraiment digérer cette jalousie-là. Parfois, en fait, c'est juste pas compatible, quoi. Il y a des étapes où c'est trop douloureux, en fait, d'avoir des gens autour de nous qui le font. Personnellement, ça m'a amené à... Je sais que tous ces mots ne font pas partie de ton vocabulaire, mais c'est dans le mien. M'ont amené à des rechutes, dans le sens où j'étais tellement en colère contre la personne qui pouvait le faire. Ouais. Et contre moi, d'être en colère contre la personne qui peut le faire, que ça engendrait une espèce de rage, mais pas la bonne rage, pas celle qui te... Tu vois, et en fait, je me disais, fuck, j'y vais, quoi. Ouais. Et c'est la deuxième étape. Quand tu dis donc la rage contre la personne, ouais, complètement legit, mais évidemment, en fait. Et par contre, l'autre, la rage contre toi d'être en rage, non. Parce que c'est normal. C'est légit. C'est legit. Je vais me le dire à chaque fois que j'ai la haine. Où est-ce qu'elle est un peu sournoise et intéressante pour moi à explorer, cette jalousie? La manière dont je le vois, c'est qu'il y a une partie à l'intérieur de nous, un espèce de petit écureuil qui prend des notes. Là, lui, il est parti se la coller, moi, j'ai pas pu faire. Là, j'aurais pu y aller, mais j'y suis pas allée parce que j'ai préféré être une bonne mère. Mais j'aurais pu y aller. Là, j'avais de l'argent, j'ai été une bonne fille, donc j'aurais eu le droit, mais j'y suis pas allée. Tac, tac, tac. Et tout ça, c'est ça la dette. Et moi, c'est cette dette-là, d'avoir vu mon compagnon se faire des grammes et des grammes dans la salle de bain à côté de moi. J'étais enceinte jusqu'aux yeux. Il sortait. Alors, en plus, le crack donne des sortes de psychoses, de paranoïa. Donc, il éventrait le matelas parce qu'il pensait que je cachais des amants. Il pensait que mon ventre, c'était du crack. Un enfer. Et tac, le petit écureuil était là genre, ok, t'as tenu. Et à un moment donné, quand j'ai trouvé une crèche pour mon fils, quand j'ai commencé à monter Mayadi, le petit écureuil, il s'est transformé en Godzilla, il a dit, c'est à nous maintenant, on a bien mérité. Genre, tu te souviens de toutes ces fois-là? Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, fuck, j'y vais. T'as pas eu de manque pendant la grossesse physique? Si. Si, mais le choix était tellement... obvious. Total, je dirais, plus acceptation que obvious. En fait, ce qui m'a tenue, c'était d'avoir vu et soutenu de très près des femmes qui, enceintes, ont consommé, se sont prostituées, que j'ai beaucoup soutenues pendant cette époque-là où moi, l'idée d'avoir un enfant n'existait même pas dans ma tête. Et c'est des moments qui m'ont profondément marqué, une détresse, une telle... ça me donne envie de pleurer, un tel désespoir de savoir qu'on se pardonnera jamais. Et de vivre ça, c'est ça qui fait que j'ai pas fumé pendant ma grossesse. Donc, à partir de cette fois où tu décides de poser le cadre dans lequel tu décides par rapport à des choses très claires pour toi, de mettre en fait cette consommation maîtrisée, cadrée, au lieu de te dire, ok, est-ce que je vais consommer la semaine prochaine ou est-ce que je vais pas consommer?
En fait, ton game, ça devient pas tant de consommer ou pas consommer, ça devient de consommer le mieux possible à l'intérieur de ce cadre-là. Et donc, au lieu d'être découragé parce que tu as consommé alors que tu devais pas consommer, tu deviens fier de toi parce que tu arrives déjà, alors surtout avec le crack, à faire un truc qui est déjà très difficile, c'est-à-dire de te gérer. Et quand tu reprends le pouvoir, en fait, sur ta conso, parce qu'en fait, c'est toi qui décides, d'un coup, le paradigme, il se renverse. T'es plus victime de ton prod, parce que dès que ça te prend, t'as envie d'y aller, ça fait tellement longtemps que tu t'es retenu, que du coup, tu sais que tu fais de la merde, mais tu vas quand même en reprendre et tu vas quand même rater ton rendez-vous. Là, en fait, non, non, non. Et il y a une sorte de fierté, il y a une excitation qui te donne, en fait, déjà un élan qui tient vachement plus longtemps que la fierté de ne pas avoir consommé. Moi, ça va à l'encontre de tout, de tout ce que je pratique depuis des années, qui commence par l'étape numéro 1 du programme, des A ou des NA, qui est la capitulation, de dire nous avons admis que nous étions impuissants. Donc toi, tu récupères une puissance, impuissant face au produit. Ah oui, d'accord. En fait, c'est juste un peu trop simple. Bien sûr que moi, j'ai été impuissante. Des fois où j'ai traversé Paris les pieds en sang pour aller acheter un gramme avec des pièces de 10 centimes. Évidemment que j'étais Oui, mais quand impuissante. tu dis c'est à un moment donné, ça veut dire qu'on capitule pas. Ça veut dire, moi, je capitule, j'ai baissé les armes. Ce produit, en fait, à chaque fois que je vais le prendre, ça va finir de la même façon. Toi, tu dis non. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que la raison pour laquelle on part sur ce paradigme-là, c'est pas parce que c'est pas possible. J'en suis la preuve vivante. Il y a maintenant des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Mais c'est surtout que l'ampleur et la complexité du travail qu'il faudrait faire pour être capable de toucher cette liberté-là est tellement inconcevable et tellement difficile surtout à normaliser, donc à rendre adaptable à tout le monde, que du coup le truc, on n'y va pas, parce que c'est trop compliqué. Ouais. Donc, c'est pas tant que c'est vrai ou faux ce qu'ils disent, c'est que par rapport à leur démarche, c'est-à-dire de faire one size fits all, donc en gros, on a un programme qui marche pour tout le monde, oui, évidemment, tu passes par là, parce que c'est le plus simple, et parce qu'aussi, ça va avec ce que les gens ont dans leur inconscient collectif. Mais aussi parce que c'est plus simple. Parfois, pour moi, c'est beaucoup plus simple le fait que ça ne soit pas possible. Oui. Donc, c'est plus une option, donc je vais regarder tout ce que je peux faire. Oui. En fait, je vais plus regarder ce que je ne peux pas faire. Ça marche très bien au début parce que ça aussi, c'est une forme de retrouver une forme de liberté. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis plus obligée d'aller consommer, c'est une putain de liberté. Et l'endroit, par contre, où moi, encore une fois, ma question, c'est toujours, OK, genre, est-ce que t'es heureux? C'est qu'en fait, si ce truc-là, ça devient un poids à porter et ça devient ça, finalement, ton sacerdoce et ton game de tous les jours, alors c'est pas OK parce que du coup, t'es pas libre, en fait. Il y a beaucoup de gens du programme qui sont très heureux. Hein. C'est ça qui donne envie, hein, sinon on n'irait pas. Vraiment. Et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à trouver la joie. Hein. Pour ces personnes-là, ne pas consommer n'est pas être libre d'eux. C'est ça. C'est pas si simple que ça. Donc, en fait, là où tu viens me toucher, c'est le fameux truc que tu as dit en anglais que je ne peux pas redire. C'est un programme qui va à tout le monde. Vu que je suis contre aussi l'éducation nationale et ce qui se passe avec les enfants, pour moi, c'est impossible qu'un programme aille à tout le monde. Donc, c'est vrai que ça me fait réfléchir. Oui. Et c'est vraiment une manière d'honorer, en fait, la complexité de nos systèmes éducatifs, de nos mémoires familiales, de notre éducation, de notre état hormonal à un moment donné de notre vie. Et c'est de se dire, OK, pour le coup, je déteste utiliser le mot « je fais du sur-mesure », mais c'est vraiment ce que je fais. Mais parlons-en des hormones. Mais c'est vrai, parce que je vois que je suis très différente en ce moment à cause de changements hormonaux. Ouais. Je vois que je n'ai pas la même vision et la même facilité à accepter le programme qui va à tout le monde. Oui. Mais de toute façon, moi, dans ce podcast, les gens qui suivent ce podcast, je veux dire, cette meuf est folle. C'est-à-dire, elle est là à prôner des trucs le lendemain. Non, mais c'est fou. Mais en fait, moi, je me remets en question en continu et je considère en effet que c'est pour aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Oui. Et les hormones, à un moment donné, tout ce qu'on vit découle des hormones. La mélatonine, l'oxytocine, la dopamine, l'adrénaline, elles ont toutes leur place. Et surtout, en tant que femme, à partir du moment où t'es réglée, déjà, chaque semaine du mois, t'es une personne différente. Donc, en fait... C'est vrai, on a 4 semaines totalement différentes. Je crois un peu moins, c'est plutôt un tiers. Mais il y a vraiment, moi, je suis 3 femmes différentes dans le cycle. Donc, ne serait-ce que pour ça, comment est-ce que tu veux te dire, OK, à partir de ce moment où j'ai décidé de prendre ma décision, je fais un plan stratégique unilatéral pour les infinies années à venir? Ça m'a pas marché. Parce que c'est comme dans une start-up, il faut être en itération tout le temps, en fait. Il faut tout le temps observer, il faut tout le temps avoir du feedback. OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'était pas bien? OK, est-ce que je peux quand même surfer une opportunité qui arrive? Moi, c'est cette fluidité-là que je cherche. Il n'y a rien à dépasser, il y a tout à accepter. Et après, tu dis que
Alors, c'est ça qui est bien, c'est que accepter, c'est agir. Donc, parce qu'accepter, bon, d'accord. Oui. Et donc, comment, en fait? C'est quoi le premier petit geste concret qu'on peut poser pour s'accepter enfin, pour accepter tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de je m'octroie des fenêtres de conso parce que je. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on n'en a plus besoin? Enfin, moi, j'ai besoin de savoir où t'en es toi. Qu'est-ce que c'est ta conso ou, pas, ou ta non-conso? Comment tu coaches les gens? J'ai besoin de tout savoir, Ashley. Est-ce que tu crois qu'on s'en sort vraiment quand on sort d'une addiction ou ça veut rien dire? Justement, moi, si je devais essayer d'expliquer ce que je fais, je révolutionne la manière dont on sort d'une addiction. Mmh. En fait, je le fais, non pas par la contrainte et par, toutes ces choses-là, mais en recréant une existence qui est tellement, excitante et pleine de sens qu'en fait, naturellement, le choix de ce comportement devient un non merci, comme on disait à l'épisode précédent. C'est ça que je fais, en fait. Donc, oui, on s'en sort, mais surtout, on peut s'en sortir bien. En fait, pour moi, le moment où tu es dans une faille addictive, j'y vois une opportunité, de renaissance, en fait. Parce que c'est vraiment un endroit où tu peux te servir de ce truc-là pour tout reprendre, tout rebasculer dans ta vie. Est-ce qu'on peut aller observer l'invisible, comme, Marie Curie qui a trouvé des espèces d'éléments, invisibles, dans des trucs nucléaires et qui a révolutionné la science? OK, est-ce qu'on peut aller voir, en fait, quels sont les mécas invisibles, subtils, impalpables, éthériques de tout ce phénomène de l'addiction en rapport avec cette personne-là et aller, en fait, lui donner un endroit où déjà elle peut se détendre. Quand on est stressé, quand on est, mal dans notre peau, quand on est coupable, quand on a honte, on ne peut pas changer. C'est pas le moment pour prendre ton cahier et faire des exercices d'introspection. Ça ne marche pas. Donc la première chose qu'il faut faire dans l'action, c'est de se détendre, de se lâcher la grappe. Et la première chose que je dis aux gens qui viennent me voir, qui me disent: «Alors j'ai» je dis: «Arrête, C'est arrête foutez-vous tout. la paix de Fabrice Midal un peu? Déjà tout ce que tu as tout déjà arrête d'essayer d'arrêter». Ça, c'est c'était l'épisode, tu vois, je te dis, Macha Zabat, je l'ai Mmh. appelé comme ça l'épisode. Arrête. Et là, tu me donnes une autre envie de nom d'épisode, je sais plus, genre de la gâchette à la détente, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, j'ai l'impression que d'arriver à la détente, je crois que c'est un peu le Fabrice Midal aussi, foutez-vous la paix. Mmh. Et la sécurité aussi, pour moi, j'imagine vraiment que pour moi, pour être sereine, il faut Mmh. que je sois en sécurité et Oui. détendue. Et donc d'avoir un plan. Le cerveau a besoin de certitude. Le cerveau est une machine à projeter, à programmer pour sa sécurité, comme on sait, bon, tout ça, tout ça. Donc, c'est pour ça que cet endroit-là où on se fout la paix, pourquoi la plupart des gens ils disent: «Oui, bah, super, je me fous la paix, donc ça veut dire quoi? Je vais manger, machin». Pourquoi ça marche pas? Enfin, parce que du coup, c'est d'un coup, déjà, ça fait un vide. Donc en fait, parce qu'il faut se dire qu'on est addict à la tension d'essayer d'arrêter. C'est une forme de défonce hormonale. Parce qu'en fait, tout le temps que tu penses à te ronger les seins, à te dire non, j'y vais pas, on le sent, là, au niveau du bas-ventre et ça, c'est excitant. C'est une forme de défonce. On est défoncé à nos propres hormones. Et il y a plein de gens qui sont plus addicts à cette signature émotionnelle de je décide que je ne me la colle pas cette semaine, vas-y, je tiens, ça me fait monter. Le moment où je craque, je m'en veux. Tout ça, c'est un cocktail d'hormones qui est 10 fois plus puissant que tes pauvres 5 traces de cocaïne. Bah On est sinon, addict à sinon on ça. reproduirait pas le même pattern toute la vie. C'est Bien exactement sûr. ça. Je tiens, je lâche, je m'en veux. Donc je lâche, mais je lâche intelligemment. Pareil. Je lâche pas juste pour me dire ok, c'est bon, je me fous la paix, comme ça je suis détendue. Je lâche en me disant ok, là en fait je vais prendre un pas de recul. De toute façon, ça fait 5 ans que je suis sur ce truc-là. Ça va pas changer demain. On peut prendre une semaine ou deux, ok. Et au lieu en fait d'être contre ce truc-là, je vais me dire ok, en fait j'ai envie d'aller abolir un comportement. Est-ce que peut-être je peux m'intéresser à lui? Est-ce que je peux au moins avoir le respect d'être curieuse de ce truc-là, que j'en parle toute la journée, c'est mon identité, je vais arrêter. Mais jamais je me suis posé une seconde pour lui dire ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Et c'est ça, c'est de se dire ok, je vais arrêter d'être en position de sachant par rapport à ce truc-là, et je vais peut-être voir ce qu'il a à me dire, et je vais peut-être m'observer et voir en fait qu'est-ce que je fais, comment ça se passe. Est-ce que peut-être si déjà je fais gaffe à mon sommeil, que je prends du magnésium, que je me fais des sessions où je me fais jouir et que je danse un peu, est-ce que peut-être j'aurai un peu moins de craving? Oui, sûrement. Donc qu'est-ce que je peux déjà mettre en place de plus? Est-ce que tu peux boire plus d'eau? Est-ce que tu peux prendre plus de temps pour te faire à manger? Est-ce que tu peux recommencer à lire? Est-ce que avant de te dire je vais arrêter, tu peux déjà te faire remonter? Comme ça, t'es dumpé, c'est comme un athlète qui prend des vacances. Il sera beaucoup plus
propice à l'entraînement, une fois qu'il se sera reboosté, qu'il aura repris des connexions, etc. Mais là, c'est pareil. Les gens, ils tirent dans ce truc de l'arrêt jusqu'au moment où ils sont exsangues. Ils n'ont plus envie, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus envie, ils ont plus de volonté, ils n'ont plus de rêve, ils le font, ils savent même plus pourquoi ils doivent arrêter. C'est pas un état propice à la transformation. Exempt. Que les gens savent que c'est pas exempt. Exempt, c'est enlever Oui, de c'est vrai, son tu as raison, sang, quoi. Non, mais c'est Ouais. magnifique. C'est un terme magnifique dans lequel les addicts peuvent se sentir en C'est arrêtant. épuisant. C'est épuisant et c'est vrai que c'est très fort ce que tu dis. C'est vrai qu'on a tendance à arrêter et à vouloir mettre après des choses qui nous font du bien. Pourquoi ne pas commencer par ça? Dans ce cadre de consommation maîtrisée, on parlait tout à l'heure, je ne sais pas si c'était à l'antenne ou pas, mais on parlait en fait de ce truc de finalement peut-être se retrouver tout le temps seul chez soi, à finir la soirée comme on avait envie, parce que on est allé, on a vu un verre social, mais en vrai on a juste envie de boire une bouteille, etc., etc. Et ça c'est un truc pareil. Ok, on l'épouse. Si c'est ça ton mode opératoire, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de le transformer. Mais pourquoi c'est glauque en fait quand tu vas chez toi? Pourquoi? Est-ce que si tu sais que tu vas sortir en boîte, mais que tu n'as pas envie de finir en after jusqu'à 4 heures du matin, tu peux, avant d'y aller, déployer l'amour que tu déploierais à ton prince charmant, à ton meilleur date Tinder, pour te préparer chez toi un comité d'accueil? Moi, je le fais tout le temps. Là, je suis partie à Paris, je me suis mis des mots sur mon lit, des pétales de fleurs. Pourquoi pas? Et en fait, est-ce que tu peux dévier la trajectoire? Parce que la connaissance, en fait, savoir, le savoir et l'observation, c'est ça qui va te donner les billes. Quand tu as vraiment conscience exactement de ce qui se passe, tu te dis, OK, mais en gros, je vais arriver chez moi. Déjà, au lieu de faire le trajet avec mes peurs dans ma tête, je vais prendre mon casque dans mon sac. Alors oui, tu as l'air d'une gogole parce que tu as ton casque audio en sortant en boîte, mais c'est pas grave. Parce que tu sais que ce trajet-là, tu sais ce que tu vas écouter, tu sais que tu vas arriver dans une énergie qui te plaît et que chez toi, tu auras préparé un super squat avec ton plaid préféré. Tu auras donné à ton cerveau une autre option. Et en plus, une option que tu as créée avec amour pour toi, pour te dire, tu sais quoi, je t'aime quand même. Ouais, t'arrives et tu vas finir par finir ton gramme chez toi. Mais regarde, moi, je t'aime aussi dans cet état-là, parce que la première réparation qu'il faut, c'est ça. C'est de se dire, mais en fait, je t'aime aussi quand t'es raide, défoncé, je t'aime aussi quand tu craques. Tu mérites quand même de la douceur. Tu mérites quand même du respect. Tu as quand même le droit de te lever et d'avoir ton kombucha préféré qui t'attend, même si tu as fait n'importe quoi. C'est pas conditionnel. Et en ça, on guérit. Parce que du coup, quand tu rentres chez toi et que tu te prends la claque de ton propre amour que tu as toi-même orchestré pour t'accueillir, clairement, ton truc, il descend. On peut être notre meilleur pote. On peut être la petite fée clochette. On est surtout en plus dans le huis clos d'une chambre, d'un appartement. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu peux aussi te préparer un endroit pour t'accueillir et pour pas consommer. Ça, c'est aussi une option. Peut-être que tu prépares cet endroit sans expectative pour ton retour. Ça, c'est pour moi la version la plus soft. C'est de se dire, tu sais quoi qu'il, en fait, que tu rentres et que tu consommes ou que tu consommes pas, cet endroit, tu l'as mérité. Tu seras quand même contente. Et peut-être qu'au début, tu prendras juste une dernière trace au lieu de finir le paquet et de recommander un gramme. C'est plutôt une sorte de progression où, encore une fois, on détache ce truc-là. Parce que si tu crées cet endroit-là pour toi, pour te dire, je me crée ce truc-là, comme ça, quand j'arrive, je me sens bien et j'ai pas envie, tu t'exposes à la possibilité de l'échec. Et c'est ça qui fait que ton système, il panique. Parce qu'à partir du moment où ça devient conditionnel, ça veut dire que si tu rentres et que tu consommes, t'es une merde. Et que tu t'en voudras encore plus. Donc ça pète tout le truc, quoi. Mais pour pouvoir faire ça, il faut de la patience. Mais toi, quand tu accompagnes des gens, donc on a compris, on ne veut pas redevenir comme avant, tu accompagnes des gens dans leurs souhaits, c'est-à-dire ceux qui veulent arrêter un temps et reprendre après, ceux qui veulent modérer, ceux qui veulent plus jamais toucher à rien. Et est-ce que, déjà tu vas nous expliquer ça aussi, comment, voilà, si quelqu'un te dit je veux plus jamais consommer, tu vas pas lui parler de ça, par exemple. Ça dépend. Et attends, juste une autre oui. question, comme ça va s'enchaîner. Oui. Est-ce que tu coaches aussi, parce que là, tout ce que tu nous as expliqué juste avant, moi, ça me parle énormément, évidemment, mais des fois, on n'a pas assez d'envie pour être sa propre fée clochette, tu vois. Je veux dire, ça a l'air, quand tu expliques, toi, là, ça a l'air très simple, tu te fais ton petit lit douillet, c'est pas grave si tu prends une trace, et on est heureux, et on s'est mis de la bonne musique. Ça s'apprend, ça, à s'aimer. Donc ça, toi, tu coaches les gens pour apprendre à s'aimer. Oui, ça prend des formes après différentes, bien sûr, selon les personnalités. Cette question elle est très, très, très intéressante, la question de est-ce que du coup, si quelqu'un vient et qui me dit non, mais moi, je veux plus pour X raisons, parfois il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, etc. Bien sûr, je vais prendre la requête telle quelle et amener cette personne-là. Mais ce qui arrive un bon 90% des fois, c'est qu'en fait, au bout de quelques heures,
en fait, la personne, elle n'a pas vraiment envie d'arrêter. Il y a rarement des gens qui, de prime abord, viennent me voir pour me dire, bon, en fait, je veux gérer, etc. Ils arrivent tous en me disant, bah voilà, je dois arrêter, je veux arrêter, etc. Sauf qu'au bout de quelques heures, quelques semaines peut-être, on arrive en fait irrévocablement au point que c'est pas un 100%. Même si la personne, elle est obligée, pour des raisons de santé, pour des raisons financières, pour des raisons d'image publique. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes où ça ne peut pas se savoir qui consomme. C'est dramatique. Et ils me disent, je veux, parce que j'en peux plus d'avoir cette pression. Mais dans le fond, du fond, il y a une partie de toi qui n'y est pas. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y arriver et que pour nourrir cette partie-là de toi qui n'y est pas, il faut consommer. Mais tu es obligé d'aller donner une présence entière et absolue à cette partie de toi, sinon elle te laissera pas tranquille. Donc c'est pas tant est-ce que la personne elle veut vraiment arrêter ou pas, parce qu'en fait l'endroit où tu arrives avec ta volonté de base, elle sert à rien en fait. Parce que tu arrives pétri de souvent des années où tu as souffert. Donc en fait tu arrives avec un désir déjà qui n'est pas le tien. En tout cas qui n'est pas habité et qui est souvent beaucoup trop exubérant. Au bout d'un moment, en vrai, tu arrives et tu dis mais en fait je sais pas ce que je veux. En fait, ils viennent en pensant qu'ils veulent arrêter. Oui. Et au fond, ils aimeraient pouvoir continuer. En fait, tous les addicts aimeraient pouvoir... Moi, je l'entends en réunion, donc je peux te le dire. Mais au bout d'un moment... Tout le monde aimerait pouvoir continuer. Au bout d'un moment, non. Par exemple, moi, aujourd'hui, franchement, mais j'ai pas du tout envie de refumer du crack. Vraiment, c'est sincère. Des fois, j'y pense, parce que, je sais pas, il va m'arriver un truc, et je vais me dire, en fait, je pourrais. Et là, je pense à tout le processus d'aller, etc. Et rien que ça me fait pas envie, en fait. Il y a aucun endroit dans ma tête où je me dis, plus jamais tu fumeras. Ça n'existe pas. Mais par contre, j'en ai juste vraiment pas envie, quoi. Par contre, il y a d'autres produits que je consomme qui m'apportent ce que je vais chercher dans ces produits-là, dans des environnements festifs, dans des environnements thérapeutiques. Parce que moi, j'aime l'état de conscience modifié. Je ne suis pas contre la prise de drogue. Par contre, je pense qu'elle peut à la fois te permettre de connecter, te permettre d'explorer des parties de toi-même, etc. Et à la fois t'emmener dans le plus sombre de toi-même. Il n'y a pas de... Et aujourd'hui, moi, ça se manifeste dans des endroits qui sont très cool et j'ai juste aucun problème. Et j'ai pas de problème pour m'arrêter, j'ai pas de problème pour ceci. Donc moi, tu es libre, en fait? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et avec la nourriture aussi? Avec la nourriture aussi. Par contre, la nourriture, à partir du moment où je suis stressée ou émotionnellement dans une version antérieure de moi-même, par exemple quand je suis chez la famille ou quand je suis dans ces états-là, il y a tout qui pète. Par contre, quand j'ai mon hygiène de vie et que je suis dans mon flow d'excitation, c'est OK. Est-ce que dans ton coaching, tu guides ou tu bouscules ou alors tu laisses venir? Comment tu décrirais ta méthode? Un joyeux mélange de tout ça. C'est peut-être un mélange de Super Nanny, Pascal le grand frère d'Echo et Christina Cordula du mental, quoi. Ça dépend vraiment de la personnalité. Chaque nouvelle personne, déjà, je la découvre. Je vais voyager un peu dans sa nébuleuse. Mais effectivement, oui, c'est vrai que je bouscule. Alors après, je donne mon avis. Je crie, je suis pas d'accord, je rigole, je vais les voir, on transforme tout chez eux. C'est quelque chose d'assez immersif, par contre, effectivement. Wow. Mais c'est comment? Enfin, je veux dire, ça dure combien de temps? Sur quelle durée? Et les séances durent elles-mêmes combien de temps? Alors, en général... Toi, t'es dur à débarquer, aller habiter chez la personne, non? Je sens que tu peux faire ça. Je vais pas habiter là-bas, mais par contre, je viens... tu débarques? Je viens, ouais. Je viens, des personnes me font venir aussi, ça dépend. Souvent, quand c'est des familles ou des couples, etc., c'est vrai que, moi, je travaille qu'au téléphone, je fais pas de visio, parce que je trouve que ça sert à rien. Au téléphone, c'est très drôle, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, acheter, c'est la petite voix dans ma tête, ils me disent, est-ce que tu existes? Parce qu'on passe beaucoup de temps au téléphone. Et il y a certaines personnes, voilà, où il y a tellement de choses, de paramètres, etc., que ils me font venir pour 2-3 jours chez eux, pour qu'on mette en place toutes les bases, en fait, que je puisse... En fait, vous voyez, quand on va chez un psy ou chez quelqu'un, on a 1 heure, t'as à peine commencé à dire je suis née à et machin, que c'est déjà fini la semaine. Donc en fait, moi, c'est pour péter ce truc-là que déjà je commence avec un gros bloc, 3, 4, 6 heures, parfois une journée entière. Comme ça, on passe le storytelling, c'est bon, je sais qui tu es. Et maintenant, on avance. Et ça évite une frustration et ça permet de créer du lien. Parce qu'en fait, quand tu racontes ta vie en épisode et qu'à chaque fois tu dois recommencer, tu peux pas créer le lien émotionnel qui va avec le pourquoi t'expliques ta vie. Donc déjà, ça, c'est un des trucs. Et c'est vrai que je suis un peu totalitariste, par contre, dans ce que je demande, parce que pour moi, en tout cas, pour l'instant, et j'aimerais pouvoir plus tard trouver des moyens de faire en sorte que ce soit plus accessible, mais je demande un minimum d'engagement de 1 an et pendant les 6 premiers mois, un minimum de 2 heures par semaine, si ce n'est plus. Et ensuite, ça s'espace naturellement. C'est un peu l'échelle que j'ai trouvée là, maintenant, au bout des années où je fais ça, où c'est vrai qu'au bout de 6 mois, la personne, elle m'appelle, elle me dit « Ça y est, tu vois le truc dont tu me parlais au début, où tu me disais un jour, ça sera le jour de ta session ?»
ou ça sera ton jour où tu as le droit de consommer. Je peux y aller, mais je préfère faire autre chose parce qu'après, ça va être compliqué. Du coup, je reporte. Et en fait, c'est pas difficile. Non, merci. C'est-à-dire, c'est non, mais merci. Ouais. Il y a vraiment tout dedans. Je trouve ça magnifique. Donc, Ouais. j'allais te poser la question, les résultats. À quoi on peut s'attendre? Quels sont-ils? C'est ça, en Ouais. fait. C'est que la personne, au moment où elle s'était autorisée une Oui. session, elle n'y va pas. En fait, c'est que finalement, ils me disent ça. Donc, ce truc-là, c'est presque un « Ah, au fait !» Ça devient secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 1 heure, ils vont me dire bon, bah, du coup, j'ai monté ma boîte, j'ai recommencé à faire du cheval, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai rencontré quelqu'un, puis là, j'ai plein de projets, puis pour la première fois, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis blablabla. Ah, et du coup, sinon, j'ai oublié de te dire, en fait, tu sais, la semaine dernière, c'était ma session, mais en fait, j'ai décidé de pas la faire. Ça devient en arrière-plan, quoi. Et par contre, oui, ça secoue. Parce que souvent, en fait, quand j'ai quelqu'un qui est à la tête d'une boîte du CAC 40 et qu'au bout d'un moment, le mec, bon, il n'a pas de problème, il a une famille, il a tout ce qu'il faut et tout. Et en fait, il me dit, bah moi, en fait, mon rêve, c'est le matin de me réveiller à l'aube et d'aller prendre des photos des immeubles art déco de ma rue. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Ah bah, un câlin, déjà. Déjà. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de 11h du mat, je bois parce que je déteste mon taf, quoi. Et ouais, mais t'es coincé. Tu peux pas, t'as construit toute ta vie là-dessus. Donc, en fait... En fait, t'es un coach de vie. T'es oui, pas complètement. Et puis, en effet, le mot coach, il te va pas. Il te va pas, il faut inventer autre chose. Parce que, bon, déjà, pour moi, t'es un gourou. Et toi et moi, j'aimerais... Moi, j'ai toujours rêvé d'être un gourou. Tu vois, c'est un peu mon truc. Et je me rends compte que je suis nulle à côté de toi. Et ça me fout une claque. Je me dis, moi qui croyais être un gourou, mais je suis une disciple. Et peut-être que c'est toi le gourou. Non, mais il y a un truc à trouver parce qu'on avait fait un épisode avec Julia de Funès, qui est géniale, qui est un peu anti-coach, entre guillemets, du développement personnel. On l'a appelé Toxicoach. Ah, yeah. J'adore les titres. Et franchement, quelque part, t'as rien à voir avec ce dont elle parlait, le développement personnel, la dictologie, la psychologie, oui mais non merci aussi, psychiatrie, non, pas. Tu vois, il y a quelque chose, mais quelles sont tes références aussi? Comment les gens te font confiance? En fait, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui a de la valeur, c'est la transformation. Et la transformation, elle se fait par tout un tas de prismes. Elle se fait énergétiquement, elle se fait aussi par une alchimie. Moi, je suis la meilleure pote des gens que j'accompagne. Bah, l'alchimiste, et puis c'est tout. Je suis là. Enfin, pourquoi chercher? Je suis alchimiste. Il y a une disponibilité qui est importante et que je propose et qui au début fait peur quand je leur dis alors par contre voilà, moi je suis disponible sur WhatsApp tout le temps en fait. Si je peux répondre, je réponds tous les jours obligatoirement dans les 12 heures et quand il y a des moments où ils passent des phases compliquées, parfois à 3-4 heures du matin, je suis au téléphone avec eux. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que tu as besoin qu'il y ait quelqu'un. C'est pas le lundi matin à 11h45 après ton truc. Donc, c'est ça aussi. On veut que les gens ils soient hyper engagés dans le travail de machin. Sauf que nous, on leur dit, par contre, moi, c'est de 9h à 18h. Bah non. Le changement, c'est tout le temps. C'est quand la personne, elle en a besoin. Donc, ça fait partie des choses que je propose, en fait. Mais attends, mais en plus, tu aurais dû être embauchée par Emmanuel Macron parce que franchement, le changement, c'est pas maintenant. Le changement, c'est tout le temps. Mais t'es un génie. Mais moi, je veux qu'on s'arrête là parce que sinon, je fais 6 épisodes. Comment on trouve... Donc, tu as un site ou voilà, quelles sont les façons de te contacter? Alors, mon site web, ashleytayeb.com, email, ashley@ashleytayeb.com. Bon, ça fait très mégalo tout ça. Mon Instagram, ashley-tayeb. Je réponds individuellement à tous les messages qu'on m'envoie. Même si ça prend un petit peu de temps. Et en fait, alors moi, c'est très, très simple. Quand il s'agit de coaching, on s'appelle, en fait, et on voit si je suis la bonne personne pour t'accompagner. On parle 2-3 heures parfois. Alors, ça rentre pas dans le truc. Et après, moi, je vois qu'est-ce que j'imagine, en fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et je par rapport à la personne, si la personne elle me dit, moi, j'aime bien travailler de manière intense, on va se voir une journée toutes les 2 semaines. Si elle me dit, moi, j'ai besoin d'un petit peu tout le temps, on va faire peut-être 30 minutes tous les jours. On co-crée, en fait, un truc. Et ce truc-là, il est itératif, c'est-à-dire qu'il peut bouger. Et ensuite, on commence à bosser ensemble. Merci Ashley. Merci à toi pour tous ces titres, pour ces échanges qui font vraiment du bien. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir densifier le propos, en fait. Parce qu'en faisant ça, je trouve que c'est ça aussi. C'est comme ça qu'on déculpabilise les gens. C'est pas juste en leur disant non, mais c'est pas grave, non. C'est en montrant à quel point c'est complexe, en fait. Et c'est très important de le faire. Merci Ashley. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre,
un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr et les réseaux sociaux de Contradiction.